La famille de ma femme m'a fait m'asseoir à la table des enfants à Thanksgiving pendant 5 années consécutives. Alors, la chaise était trop petite pour moi. Mes genoux étaient coincés contre le dessous de la fragile table pliante, une nappe en plastique imprimée de pèlerins de bande dessinée s'accrochant à mon pantalon. C'était la 5e année. 5 années de cette humiliation silencieuse et souriante. De l'autre côté de la pièce, à la grande table à manger en chêne que j'avais construite pour les parents de ma femme, Sarah, comme cadeau de pendaison de crémaillère il y a 20 ans, la vraie famille riait. Mon beau-père, Frank, était assis à la tête, sa voix tonitruante emplissant l'espace, un roi dans son château. Ma femme, Sarah, était assise à sa droite, son sourire un peu trop éclatant, ses yeux évitant soigneusement les miens. J'avais 62 ans. Pendant 40 de ces années, j'avais travaillé de mes mains, façonnant le bois en objet de beauté et d'utilité. Je dirigeais ma propre entreprise d'ébénisterie. J'avais des callosités sur mes callosités. J'avais offert à Sarah et à ses 2 enfants, Jessica et Mark, une vie que leur propre père, décédé alors qu'ils étaient jeunes, n'aurait jamais pu leur offrir. Et me voilà, coincé entre un arrière-petit-neveu de 8 ans nommé Léo, qui construisait méticuleusement un fort avec de la purée de pommes de terre, et une arrière-petite-nièce de 10 ans, Chloé, qui diffusait en direct son assiette de nourriture à ses amis. Le vacarme de leurs jeux vidéo était un grondement sourd à mes oreilles, une bande-son à ma propre insignifiance. Cette année, c'était différent. La première année, j'avais accepté cela avec un rire, un haussement d'épaule bon enfant. On n'avait plus de place, Rich, avait gazouillé la mère de Sarah, Eleanor, en me tapotant le bras. Tu es si bon joueur. La deuxième année, c'était une blague. Retour à la casse pénalité, Richard, avait beuglé mon beau-frère, Robert, en me tapant dans le dos un peu trop fort. La troisième et la quatrième année, c'était simplement une supposition tacite. Ma place était mise avant même que j'arrive, un décret silencieux. Mais cette année, Jessica, ma belle-fille, en avait fait un couronnement officiel de mon altérité. Alors que tout le monde trouvait sa place, elle s'était levée, faisant teinter un verre. « Bon, tout le monde, bon !» avait-elle annoncé, sa voix pleine de l'autorité désinvolte qu'elle avait adoptée dans sa trentaine. Elle était maintenant une agente immobilière prospère, un succès dont j'avais financé le démarrage. La table principale est pour la famille, et la table des enfants... Elle avait fait une pause, ses yeux me balayant avec une lueur de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De la pitié, ou peut-être simplement du dédain. Et pour les enfants, et pour Richard, qui est si merveilleux avec eux. Quelques personnes avaient ri. Le visage de Sarah s'était crispé pendant une fraction de seconde. J'ai senti une pierre froide et lourde se déposer dans mon ventre. Ce n'était pas la chaise, ou la table, ou même la tache collante de jus de canneberge renversée dans laquelle ma chaussette reposait maintenant. C'était la déclaration publique, la séparation soignée et délibérée, la famille, et Richard, 2 entités distinctes. Pendant 5 ans, ils m'avaient montré ma place, et pendant 5 ans, je les avais laissés faire. J'avais ravalé ma fierté, pour Sarah, pour le bien de la paix, pour l'illusion d'une famille à laquelle j'avais si désespérément voulu appartenir. J'ai baissé les yeux sur mes mains, posées sur mes cuisses. Les mains qui avaient payé les études d'Ivy League de Jessica, les mains qui avaient construit les étagères dans son premier appartement, les mains qui avaient écrit un chèque de 40 000 $ pour l'acompte de la maison même dans laquelle elle vivait maintenant avec son mari, Tom. Ces mains n'étaient apparemment pas des mains de famille, c'étaient les mains d'un bienfaiteur extérieur, un appareil utile. J'ai pris ma fourchette. La dinde dans mon assiette était un morceau sec et négligé du bout de la volaille. Les bonnes parts étaient sur la grande table. J'ai regardé Frank découper la poitrine avec un talent théâtral, plaçant une tranche parfaite et juteuse dans l'assiette de Jessica, puis celle de Mark, puis celle de Sarah. Le murmure de leur conversation s'est répandu, ponctué de rires. Ils parlaient d'un voyage en famille en Italie qu'ils prévoyaient pour le printemps. Je n'en avais pas entendu parler. Bien sûr que non. Je n'étais pas de la famille,
J'étais juste l'homme dont on s'attendrait probablement à ce qu'il paie pour cela. La pierre dans mon ventre est devenue plus froide, plus lourde. Ce n'était pas seulement un affront, c'était l'aboutissement de 2 décennies d'érosion silencieuse. Et alors que j'étais assis là, à écouter les bips et les cliquetis d'un jeu vidéo portable, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la colère. C'était une sorte de clarté calme et froide. Le genre de clarté que l'on ressent lorsque l'on a regardé un plan complexe pendant des semaines et que l'on finit par voir le seul défaut fatal dans la conception. La conception était ma vie, et le défaut était ma conviction que mon amour et mon sacrifice seraient d'un jour suffisants pour m'acheter une place à leur table. Je me souviens de ma rencontre avec Sarah comme si c'était hier. C'était lors d'une collecte de fonds locale. Elle était veuve, à peine 35 ans, avec une tristesse dans les yeux qui me donnait envie de construire une forteresse autour d'elle. Elle avait 2 enfants, Jessica, qui avait 10 ans, et Marc, qui en avait 8. Leur père était décédé subitement d'une crise cardiaque 2 ans auparavant, les laissant avec très peu. J'avais 40 ans, divorcé depuis des années, sans enfant à moi. Mon travail était toute ma vie. Je suis tombé amoureux d'elle, éperdument. Et je suis tombé amoureux de l'idée qu'on pourrait former une famille, de l'idée d'en être une. Quand nous avons décidé de nous marier, 1 an plus tard, je savais à quoi je m'engageais. Je n'essayais pas de remplacer leur père. Je le leur ai dit. Je les ai fait asseoir dans leur petit salon, l'air lourd de la senteur d'un deuil ancien, et je leur ai promis que je serais là pour eux. Je n'essaierai jamais d'être votre père, avais-je dit, ma voix me paraissant trop forte et maladroite pour ce moment délicat. Mais j'aimerai votre mère, et je prendrai toujours soin de vous. Et je l'ai fait. J'ai pris soin d'eux. Quand Jessica a eu besoin d'un appareil dentaire, une dépense de $5000 qui a fait pleurer Sarah d'inquiétude, j'ai accepté un travail de week-end pour refaire la cuisine d'un client, travaillant 16 heures par jour pendant 2 mois d'affilée. Je me souviens être rentré tard un dimanche, le corps endolori, sentant la sueur et le polyuréthane, et avoir aperçu l'éclat métallique de l'appareil dentaire de Jessica. Elle m'avait pris dans ses bras, une étreinte rapide, presque timide. « Merci Richard », avait-elle chuchoté. J'avais l'impression qu'on venait de me remettre un trophée. Quand Marc s'est cassé le bras en tombant d'un arbre, c'est moi qui suis resté assis avec lui aux urgences pendant 6 heures, lui racontant des blagues stupides pour l'empêcher de pleurer pendant que Sarah était bloquée au travail. C'est moi qui l'ai aidé à bricoler un sac en plastique autour de son plâtre pour qu'il puisse quand même prendre une douche. Je lui ai appris à mesurer du bois, à utiliser un niveau, à enfoncer un clou droit et juste. Il a passé des étés dans mon atelier, un gamin maigre avec de la sueur dans les cheveux, et je pensais que nous construisions plus que de simples meubles. Je pensais que nous tissions des liens. Les sacrifices se sont accumulés, chacun étant une brique dans les fondations de notre famille. Ma Ford Pick-up de 1967, un camion que j'avais restauré avec amour, a été vendue pour aider à payer la première année de Jessica à Cornell. Près de $30 000. J'ai vu l'acheteur repartir avec, un morceau de ma propre histoire disparaissant au bout de la rue, et je me suis dit que cela valait la peine de voir la fierté dans ses yeux quand elle a tenu cette lettre d'admission. Elle était la première de sa famille à intégrer une université de l'Ivy League, ma belle-fille. J'étais si fier. J'ai payé la certification de Marc dans une école de commerce automobile de premier plan quand il a décidé que l'université n'était pas faite pour lui. Encore $20 000. Je l'ai aidé à acheter son premier jeu d'outils professionnel, le meilleur que l'argent puisse acheter. Un homme ne vaut que ce que valent ses outils, fiston, lui avais-je dit, utilisant un mot, fiston, qui me semblait à la fois naturel et audacieux. Il s'était contenté de hocher la tête, les yeux fixés sur le chrome étincelant d'une clé à douille. Le plus gros chèque que j'ai jamais signé était pour Jessica et son mari, Tom. Ils avaient trouvé la maison de leurs rêves, mais il leur manquait de quoi payer la compte. Sarah est venue me voir, la voix hésitante. Ils n'ont besoin que de 40 000, Rich. Ce serait le monde pour eux. Nous n'avions pas $40 000 qui traînaient. J'ai dû contracter un prêt sur mon entreprise, l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. J'ai signé les papiers sans réfléchir. À leur pendaison de crémaillère,
Debout dans le magnifique salon que mon argent avait permis d'acquérir, Jessica a porté un toast. Elle a remercié sa mère pour son soutien indéfectible. Elle a remercié son mari, Tom. Elle a même remercié ses amis d'être là. Mon nom n'a jamais franchi ses lèvres. J'étais là, à quelques pas, tenant un verre de champagne bon marché, invisible. Sarah m'a serré la main sous la table. « Elle est juste dépassée », a-t-elle chuchoté. « Elle sait ce que tu as fait. » Mais je commençais à me demander si elle le savait vraiment, ou si elle considérait simplement que c'était son dû. Le mariage a été le véritable tournant, le moment où la micro-fissure dans notre tableau familial s'est transformée en une craquelure visible. C'était une affaire fastueuse, qui a coûté plus de 50 000 $. J'ai payé presque tout. Le lieu, le traiteur, l'orchestre à 9 musiciens. Sarah et moi en avions discuté, et nous étions convenus que, puisque c'était moi qui payais, mon nom figurerait sur le faire-part à côté du sien. Madame Sarah Jensen et Monsieur Richard Peterson ont l'honneur de vous prier d'assister. Quand les faire-part sont arrivés, un carton épais couleur crème avec une élégante écriture dorée, mon nom avait disparu. Il était simplement écrit « Avec sa mère, Jessica Miller vous invite ». J'ai ressenti un choc physique, comme un coup de poing dans l'estomac. Je l'ai montré à Sarah, mon doigt tremblant légèrement en pointant l'espace vide où mon nom aurait dû figurer. « Oh, chérie », a-t-elle dit, le visage assombri par une expression familière, anxieuse et conciliante. Jessica a dit que cela paraissait plus propre comme ça, plus moderne. Ce n'est pas un affront, vraiment. Tout le monde sait que tu es l'hôte. Mais je ne suis pas seulement l'hôte, Sarah, je suis son beau-père. Je le suis depuis presque 20 ans. Est-ce que je fais partie de cette famille ou pas ? Bien sûr que oui, a-t-elle dit, en me serrant fort dans ses bras. Ne sois pas stupide, tu es tout pour nous. Mais ces mots sonnaient creux. À la réception, pendant la danse père-fille, Jessica a dansé avec une photographie encadrée de son père biologique. C'était un hommage touchant, quoique légèrement morbide. Je comprenais. Je respectais son amour pour lui. Mais ensuite, les discours ont commencé. Jessica s'est levée, rayonnante dans sa robe à 4 000 $, une robe que j'avais payée. Elle a parlé avec amour de son père au paradis, veillant sur elle. Elle a parlé de sa mère, son roc. Elle a remercié les parents de Tom de l'avoir accueilli dans leur famille. Elle a remercié ses demoiselles d'honneur. Elle a remercié le traiteur. Dans un discours de 15 minutes, moi, l'homme qui avait rendu cette journée possible, je n'ai pas été mentionné une seule fois. Ce n'était pas un oubli, c'était une déclaration. J'étais assis à une table avec des cousins éloignés de Sarah, un sourire poli scellé sur mon visage, sentant la pièce tanguer autour de moi. Mon beau-frère, Robert, s'est penché vers moi. « Sale coup, champion !» avait-il ricané. On dirait que le chéquier n'a pas droit à un merci. Il trouvait ça drôle. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai ressenti un ressentiment profond et glacial. C'était un sentiment laid, et je l'ai refoulé. Je me suis dit que je ne le faisais pas pour les remerciements. Je le faisais par amour. Pour Sarah. Mais une question a commencé à murmurer dans mon esprit. Est-ce que c'était ça, l'amour ? Les humiliations sont devenues plus fréquentes après cela, plus audacieuses. De petites choses, pour la plupart. Lors des réunions de famille chez Frank et Eleanor, Frank me présentait toujours comme le mari de Sarah, Richard. Une distinction subtile mais claire par rapport à la façon dont il présentait son autre gendre comme mon fils, Tom. Quand Mark a obtenu son diplôme de son école de métier, j'étais si fier. J'avais acheté un nouveau costume pour l'occasion. Quand est venu le moment des photos de famille, le photographe a demandé aux parents de rejoindre le diplômé. Sarah s'est avancée, puis Eleanor a doucement guidé Frank pour qu'il se tienne de l'autre côté de Mark. « Les grands-parents devraient être sur celle-ci », avait-elle dit gentiment, en me regardant droit à travers. Je me suis retiré, les mains dans les poches, me sentant comme un fantôme au festin. Mark n'a même pas semblé le remarquer. Ou s'il l'a fait, il ne s'en souciait pas assez pour dire quoi que ce soit. J'ai commencé à avoir une tendance. Le seul moment où j'étais vraiment vu, vraiment reconnu comme une figure centrale,
C'était quand l'argent était en jeu. Quand la voiture de Marc est tombée en panne, il m'a appelé avant d'appeler une dépanneuse. « Salut Richard, c'est la transmission je crois. Le gars m'a fait un devis de 3 000 $. Je n'ai tout simplement pas cette somme. » J'ai transféré l'argent. Quand Jessica a décidé qu'elle voulait quitter son emploi pour devenir agent immobilier, elle avait besoin de 2 000 $ pour les cours de licence et les examens. J'ai payé. J'étais le distributeur automatique de la famille, le partenaire silencieux, le pourvoyeur d'opportunités. Mon rôle était de financer la vie de la vraie famille. La table des enfants à Thanksgiving était l'expression la plus cohérente et ritualiste de mon statut. Cela a commencé l'année où Léo, le premier des arrière-petits-enfants, était assez grand pour s'asseoir dans une chaise haute. « Nous mettrons Richard à la petite table pour aider avec Léo », avait annoncé Eleanor. « Il est si doué avec les enfants. » J'avais 57 ans. J'étais chef d'entreprise. Et j'étais affecté comme baby-sitter non rémunéré pour que les adultes puissent parler. J'ai suivi le mouvement. Que pouvais-je faire d'autre ? Faire une scène, gâcher Thanksgiving pour Sarah ? Alors je me suis assis et j'ai coupé la dinde de Léo en morceaux microscopiques et j'ai enduré. Mais cette année, la 5e année, les mots de Jessica avaient tout changé. La table principale est pour la famille. Ce n'était plus une question de logistique, c'était un étiquetage public. J'étais officiellement exclu. Et alors que j'étais assis là, à pousser la purée de pommes de terre froide et grumeleuse dans mon assiette, j'ai réalisé que j'avais été complice. Mon silence avait été pris pour un accord. Ma volonté d'absorber le manque de respect pour le bien de la paix ne leur avait appris qu'il n'y avait aucune conséquence, que ma dignité était une ressource renouvelable qu'ils pouvaient épuiser à volonté. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou. J'étais silencieux, offrant des réponses polies d'un mot lorsque l'un des enfants me parlait. Je pouvais sentir le regard anxieux de Sarah sur moi de l'autre côté de la pièce, mais je ne l'ai pas croisé. Je ne pouvais pas. Si je la regardais, j'avais peur qu'elle ne voie la vie entière de déception qui menaçait de déborder de mes yeux. Quand est venu le moment du dessert, Jessica a apporté une part de tarte à la citrouille. La croûte était brisée, la crème fouettée appliquée avec négligence. C'était clairement la dernière part, la moins désirée. « Tiens, Richard, » dit-elle, son sourire éclatant et dénué de sens. « Ne dis pas que je ne te donne jamais rien. » J'ai regardé la tarte. Puis je l'ai regardée elle. Pour la première fois, je n'ai pas essayé de cacher la lassitude sur mon visage. Je l'ai juste regardée et je pense que, pendant une fraction de seconde, elle a vu quelque chose d'autre que l'homme docile et agréable auquel elle était habituée. Son sourire a vacillé. « Je n'ai pas faim. Merci, » dis-je. Ma voix était calme, mais elle me semblait anormalement forte dans mes propres oreilles. J'ai plié ma serviette et l'ai posée sur la table à côté de mon assiette. J'ai repoussé la minuscule chaise bancale qui a raclé bruyamment contre le sol en linoléum. Le bavardage à la table principale s'est éteint un instant. Tous les yeux étaient sur moi. « Rich, tout va bien ?» demanda Sarah, sa voix tendue d'inquiétude. Je l'ai regardée à travers le gouffre qui s'était ouvert entre les deux tables. « Je suis juste un peu fatiguée, Sarah. Je crois que je vais rentrer. »« Mais il n'est même pas 8 heures !» protesta Eleanor. « Tu ne peux pas partir maintenant. »« Je suis désolée, » dis-je, mon regard balayant toute l'assemblée à la grande table. Frank, Robert, Jessica, Marc, Tom, la famille. Je me lève tôt demain. Merci pour le dîner. Je suis sorti de la cuisine, j'ai traversé le salon et j'ai attrapé mon manteau au crochet près de la porte. Je n'ai pas attendu Sarah. Je ne voulais pas qu'elle essaie d'arranger les choses, de gérer mes sentiments, de négocier une paix qui me coûterait un autre morceau de mon âme. En refermant la porte d'entrée derrière moi, l'air froid de novembre m'a semblé être un baptême. Il me piquait les joues, mais il était pur. Il était honnête. En rentrant seul, les rues étaient calmes. Ma maison, celle que j'avais partagée avec Sarah pendant plus de 20 ans, me paraissait vaste et vide. Je suis entré dans mon atelier au garage, le seul endroit qui me semblait entièrement mien. J'ai passé ma main sur la surface lisse et fraîche d'une bibliothèque en érable à moitié terminée.
L'odeur de la sciure de bois et de la colle à bois était le seul réconfort dont j'avais besoin. Je n'étais pas Richard, le mari de Sarah. Je n'étais pas le gars de la table des enfants. Ici, j'étais Richard Peterson. J'étais un artisan. J'étais quelqu'un qui fabriquait des choses de valeur. Et dans le bourdonnement discret des néons, j'ai pris une décision. La banque était fermée. L'appel est arrivé 3 jours plus tard. C'était un dimanche après-midi. J'étais dans mon atelier, en train de poncer les bords d'un tiroir, le mouvement rythmique une sorte de méditation. Mon téléphone a vibré sur l'établi et j'ai vu le nom de Jessica à l'écran. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais je savais que je ne pouvais pas. C'était ça. C'était le moment où l'ancienne vie se terminait et où la nouvelle commençait. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et j'ai répondu. « Salut Jessica. »« Richard, salut !» Sa voix était enjouée, comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'avais pas quitté la maison de ses grands-parents au milieu du dîner de Thanksgiving. « Comment vas-tu ? Tu nous as manqué après ton départ l'autre jour. Maman a dit que tu te sentais fatigué. »« Je vais bien, » dis-je, en gardant une voix neutre. « Bien, bien. Alors, écoute, j'ai une super nouvelle. Tom et moi avons finalement décidé de lancer les travaux de rénovation de la cuisine. Nous avons trouvé un entrepreneur génial et il peut commencer en janvier. Ça va être incroyable. De nouvelles armoires, des comptoirs en granit, un évier de ferme, tout le tralala. » J'ai attendu. Je savais ce qui allait suivre. Le silence s'était tiré un peu trop longtemps. « C'est bien, » dis-je. « Oui, ça l'est. » Elle a ri un peu nerveusement cette fois. « Alors, de toute façon, le truc, c'est que l'entrepreneur a besoin d'un acompte pour réserver le créneau et commander les matériaux. C'est. Eh bien, c'est un peu élevé. On se demandait. On a besoin d'environ 25 000 $. 25 000 $. Le chiffre flottait juste là, entre nous. L'audace de la chose était époustouflante. Me reléguer à la table des enfants, me déclarer publiquement comme un étranger, et ensuite, 72 heures plus tard, appeler et demander une somme d'argent qu'il me faudrait la meilleure partie d'une année pour gagner. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Je n'étais pas une personne pour elle. Je n'étais pas un homme avec des sentiments ou de la dignité. J'étais une ressource, une ligne de crédit avec un cœur qui bat. J'ai pris une profonde inspiration, l'odeur du cèdre emplissant mes poumons. Le calme que j'avais ressenti en quittant leur maison ne s'était pas dissipé. Il s'était solidifié en quelque chose de dur et d'inébranlable. « Non, » dis-je. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. Je pouvais presque l'entendre traiter le mot. C'était un mot que je ne lui avais jamais dit auparavant. « Quoi ?» balbutia-t-elle finalement. « Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai dit non, Jessica. Je ne vais pas te donner 25 000 $ pour ta cuisine. Je ne comprends pas. Sa voix avait perdu sa confiance désinvolte. Elle était tranchante maintenant, incrédule. Pourquoi pas ? Tu as l'argent. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, une accusation. Que j'ai l'argent ou non n'est pas pertinent, dis-je, ma voix aussi calme et stable que ma main sur l'établi. Mon soutien financier est quelque chose que je donne à ma famille. C'est une expression de mon amour et de mon engagement. Et nous ne sommes pas ta famille ? C'est ce que tu es en train de dire ? Rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant avec indignation. Après tout ce qu'on a vécu, après que tu aies été dans nos vies pendant 20 ans. Dis-le-moi, Jessica, dis-je doucement. Je dis, tu t'es levée dans une pièce remplie de gens et tu l'as dit très clairement. Il y a la famille, et puis il y a Richard. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas me traiter comme un étranger quand il s'agit de respect et ensuite me traiter comme le patriarche de la famille quand vient le temps de payer les factures. Les deux choses sont liées. Elles l'ont toujours été, pour moi. Je vois maintenant qu'elles ne l'ont jamais été pour toi. Je pouvais l'entendre balbutier, cherchant une réponse. C'est tellement injuste. La question des places était juste une question d'espace. Tu es tellement susceptible. Mon Dieu, ce n'était qu'une table. Il n'a jamais été question de la table, Jessica. Et tu le sais, il s'agissait de respect. Pendant 5 ans,
Je me suis assis à cette table et j'ai ravalé ma fierté par souci de maintenir la paix. Pour ta mère. J'ai financé ton éducation, ta maison, ton mariage, tout en étant traité comme un personnage secondaire dans vos vies, toléré mais jamais réellement accepté. J'en ai assez. La banque de Richard est fermée. Définitivement. Tu ne peux pas faire ça, cria-t-elle, son sentiment de droit à tout se transformant en rage pure. Maman va être furieuse. Tu vas briser cette famille pour une stupide chaise. Non, dis-je, ma voix empreinte d'une tristesse qui me surprit. La famille était déjà brisée. J'ai juste décidé d'arrêter de faire semblant que ce n'était pas le cas. Je suis désolé, Jessica, mais ma décision est irrévocable. Je vous souhaite, à toi et à Tom, le meilleur pour votre cuisine. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai reposé le téléphone sur l'établi et suis resté là un long moment, ma main posée sur le bois frais et lisse. Je ne ressentais ni colère, ni triomphe, juste un profond et vide sentiment de libération. Le poids que je portais depuis 20 ans, le poids d'essayer de gagner leur amour, venait enfin d'être déposé. J'étais libre. Le retour de flamme fut immédiat et intense. Moins d'1 heure après, Sarah était rentrée. J'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée, le bruit de la portière qui claque. Elle a fait irruption dans l'atelier, le visage rouge, les yeux brillants d'un mélange de colère et de panique. « Qu'est-ce que tu as fait, Richard ?» exigea-t-elle. « Jessica vient de m'appeler, hystérique. Elle dit que tu l'as coupée, que tu lui as dit qu'elle ne faisait pas partie de la famille. Comment as-tu pu lui dire ça ?» Je me suis retourné pour lui faire face, appuyé contre l'établi. Je lui ai dit la vérité, Sarah. Je lui ai dit que je ne financerai plus la vie de personnes qui ne me respectent pas. Est-ce si déraisonnable ? Le respect ? Tout ça, c'est à cause de cette stupide table, n'est-ce pas ? Je n'arrive pas à croire que tu détruis notre famille pour une histoire de placement à table. Ce n'est pas une question de table. Ma voix s'éleva pour la première fois, résonnant dans le petit espace. Je l'abaissai, me forçant à rester calme. Il s'agit de 20 ans passés à être traité comme un invité dans ma propre vie. Un invité bienvenu la plupart du temps, tant que mon portefeuille est ouvert. Mais un invité, malgré tout. La table n'était que la dernière, l'insulte la plus publique d'une longue série. Et j'en ai assez de les accepter. C'est ma fille, Richard. Et je suis ton mari. Qui as-tu protégé pendant toutes ces années, Sarah ? Eux ou moi ? Chaque fois qu'ils m'ont rabaissé, tu m'as demandé d'être le plus grand, d'être bon joueur, de maintenir la paix. Mais la paix que tu me demandais de maintenir était construite sur ma propre humiliation. Je ne le ferai plus. Je ne peux plus. Les larmes lui montèrent aux yeux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas juste les exclure ? Et moi ? Et nous ? Je ne les exclus pas, dis-je, mon cœur souffrant pour elle, pour la position impossible dans laquelle elle se trouvait. Je ne fais que dresser une barrière qui aurait dû être mise en place il y a bien longtemps. Mon amour, mon temps, mes ressources, ils ne sont plus inconditionnels. Ils doivent être gagnés avec la décence humaine et le respect les plus élémentaires. Quant à nous, je fis une pause, la regardant, la femme que j'aimais encore profondément, je ne sais pas. Cela dépend de toi. Peux-tu accepter que j'ai droit à ma propre dignité ? Ou vas-tu continuer à me demander de la sacrifier pour le confort de tes enfants ? Elle resta là, à pleurer silencieusement, et je savais qu'il n'y avait plus rien à dire. Les semaines qui suivirent furent les plus difficiles de ma vie. La maison était remplie d'un silence tendu et fragile. Jessica et Mark ne me parlaient pas. Ils communiquaient par l'intermédiaire de leur mère, envoyant des messages de culpabilité et d'accusation. Eleanor et Frank appelèrent, leur voix dégoulinant de déception, expliquant à Sarah que j'avais réagi de manière excessive, que je blessais égoïstement Jessica. Tout le clan Miller se serra les coudes, me dépeignant comme le méchant, l'homme mesquin et ingrat qui avait enfin montré son vrai visage. Je n'ai pas cédé. J'ai continué à aller à mon atelier tous les jours. J'ai terminé la bibliothèque en érable. J'ai entrepris de nouveaux projets.
J'ai travaillé, j'ai trouvé un réconfort tranquille dans la précision de mon artisanat, dans l'honnêteté du bois. Il ne mentait pas, il ne manipulait pas, il était ce qu'il était. Sarah et moi, nous coexistions. Nous étions polis, distants. Nous dormions dans le même lit, mais il y avait un gouffre d'1 kilomètre entre nous. Je savais qu'elle était déchirée, recevant des appels de ses enfants, de ses parents, de son frère. Ils faisaient tous pression sur elle pour qu'elle me fasse entendre raison, pour qu'elle me fasse m'excuser, pour qu'elle me fasse rouvrir la banque. Un soir, environ 1 mois après l'incident de Thanksgiving, elle est entrée dans le salon où je lisais. Elle s'est assise dans le fauteuil en face de moi, ses mains se tordant sur ses genoux. « L'entrepreneur de Jessica a donné sa place à quelqu'un d'autre », dit-elle doucement. Elle et Tom se sont énormément disputés. Elle t'en veut, bien sûr. J'ai juste hoché la tête, sans lever les yeux de mon livre. Marc a appelé, continua-t-elle. Il voulait savoir si tu allais toujours l'aider pour l'acompte de son nouveau camion. Je lui ai dit qu'il devait te le demander lui-même. Il n'a pas rappelé. J'ai tourné une page. Sarah finit par craquer. Bon sang, Richard, regarde-moi. C'est ce que tu voulais? Rendre tout le monde malheureux? Prouver un point? Je refermai mon livre et le posai sur mes genoux. Je la regardais, et pour la première fois depuis des semaines, je laissais transparaître la douleur dans mes yeux, et non la colère. Non, Sarah, ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était une famille. Ce que je voulais, c'était être aimé et respecté pour l'homme que je suis, pas pour les choses que je peux fournir. J'ai passé 20 ans à essayer de gagner cela. Il s'avère que ce n'était jamais à vendre. La misère que tu vois en ce moment, elle n'est pas nouvelle. Elle est juste au grand jour. Ils ne sont pas malheureux parce que je retiens de l'argent. Ils sont malheureux parce que, pour la première fois, ils sont obligés d'affronter les conséquences de leur propre comportement. Et ce n'est pas de ma faute. Je suis allé me coucher seul ce soir-là, dans la chambre d'amis, non pas par colère mais par besoin d'espace, besoin de respirer un air qui ne soit pas chargé de reproches. J'ai pensé que mon mariage était peut-être terminé. Et d'une certaine manière, je me faisais à cette idée. Je préférais être seul et respecté par moi-même que d'être dans un mariage où mon estime de soi était constamment sur la table des négociations. Quelques semaines de plus passèrent. Les fêtes de fin d'année arrivèrent et repartirent dans un brouillard tranquille. J'ai passé le réveillon de Noël seul à une messe de minuit, et le jour de Noël, j'ai fait du bénévolat dans une soupe populaire. Servir des repas à des gens qui n'avaient rien, qui étaient ainsi sincèrement reconnaissants pour une assiette chaude et un mot gentil, était plus gratifiant que n'importe quelle réunion de famille à laquelle j'avais assisté depuis des années. Sarah est allée chez ses parents. Je n'ai pas demandé ce qu'ils avaient dit de moi. Cela m'était égal. Le changement est survenu fin janvier. C'était un samedi. J'étais dans l'atelier, en train d'appliquer la dernière couche de vernis sur la bibliothèque. La porte s'est ouverte et Sarah est entrée. Elle n'a pas parlé, elle s'est contentée de rester là à me regarder travailler, le mouvement rythmé de mon pinceau étant le seul bruit. Au bout de quelques minutes, j'ai terminé mon coup de pinceau et j'ai posé le pinceau. Elle s'est approchée de la bibliothèque et a passé sa main sur l'étagère supérieure. « C'est magnifique », murmura-t-elle. « Merci », dis-je. Elle s'est tournée vers moi, les yeux rougis mais clairs. « Je suis allée voir Jessica hier », dit-elle. Elle se plaignait encore de toi, de la façon dont tu as gâché ses plans de cuisine, de la façon dont tu as toujours été égoïste. Et je l'ai arrêtée. J'attendis, mon cœur battant soudainement un peu plus vite. Je lui ai dit qu'elle avait tort, continua Sarah, sa voix tremblant mais ferme. Je lui ai dit que pendant 20 ans, elle a eu un homme dans sa vie qui lui a tout donné. Une éducation universitaire qu'elle n'a pas eu à payer 1 centime. Un acompte sur sa maison. Un mariage digne d'une princesse. Je lui ai demandé « Quand est-ce la dernière fois que tu as fait quelque chose pour lui, Jessica? Quand est-ce la dernière fois que tu l'as appelé juste pour savoir comment il allait? Quand est-ce la dernière fois que tu as dit merci et que tu le pensais vraiment ?» Elle n'avait pas de réponse. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Sarah. Et puis je lui ai parlé de la table des enfants. Je lui ai dit que j'avais honte d'elle, de mes parents
mais surtout honte de moi-même, d'avoir laissé faire, de t'avoir demandé de supporter cela, d'avoir été lâche. J'avais tellement peur de les perdre que j'étais prête à les laisser manquer de respect au meilleur homme que je connaisse. Mon mari. Elle s'avança et posa sa main sur ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur. Je suis tellement désolé, Richard. Je suis tellement, tellement désolé. Tu avais raison. Ce qu'ils ont fait, ce que je les ai laissés faire était mal. Tu n'es pas un invité dans cette famille. Tu en es le fondement. Et je les ai laissés te traiter comme un paillasson. Ça s'arrête maintenant. Avec moi. Je la regardai dans les yeux et vis la femme dont j'étais tombé amoureux il y a tant d'années. La tristesse était là, mais aussi une force nouvelle. Une force que j'attendais de voir depuis très longtemps. Je la pris dans mes bras et la serrai contre moi, le visage enfoui dans ses cheveux. C'était comme rentrer à la maison. Les choses ne se sont pas améliorées comme par magie du jour au lendemain. Jessica et moi ne nous sommes pas parlé pendant près d'1 an. Marc a envoyé un SMS maladroit d'une ligne quelques mois plus tard. « Salut mec, désolé pour Thanksgiving. Un nouveau camion serait cool par contre. » Je n'ai pas répondu. Frank et Eleanor sont restés froids et distants. Mais ma relation avec Sarah a commencé à guérir. Nous avons recommencé à parler, à vraiment parler. Nous avons recommencé à sortir, juste nous deux. Nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort, sur les ruines de l'ancien. Le Thanksgiving suivant, Sarah et moi sommes allés dans une petite auberge confortable dans le Vermont. Nous avons dîné tranquillement près d'une cheminée, juste nous deux. Nous avons bu une bouteille de vin rouge coûteux et avons parlé pendant des heures. Il n'y avait pas de grande table, pas de petite table. Il n'y avait pas de pèlerins de dessins animés, pas de jeux vidéo, pas d'humiliation publique. Il n'y avait que la paix. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel. C'était Jessica. J'ai failli ne pas répondre, mais Sarah m'a fait un signe de tête, avec un regard d'encouragement sur son visage. J'ai répondu. Sa voix était petite, hésitante. « Salut, Richard. Maman m'a dit que vous étiez dans le Vermont. J'espère que vous avez passé un bon Thanksgiving. » Nous, oui, Jessica. C'était très paisible. Il y eut une longue pause. « Écoute, dit-elle, la voix chargée d'émotion. J'ai beaucoup réfléchi cette dernière année. À tout. J'avais tort. J'étais arrogante, imbue de mes droits, et je t'ai traité de façon horrible. J'étais tellement obsédée par ce que j'avais perdu que je n'ai jamais apprécié ce qu'on m'avait donné. Je suis sincèrement, profondément désolé. Pour la table, pour le mariage, pour tout. » C'étaient les excuses que j'avais autrefois cru avoir besoin d'entendre. Mais en écoutant, j'ai réalisé quelque chose. Je n'en avais plus besoin. Ma paix ne dépendait pas de ces remords. Ma dignité avait été restaurée à l'instant où j'avais décidé de la revendiquer moi-même. « Merci de dire ça, Jessica, » dis-je, et je le pensais. J'apprécie ton appel. Je n'ai pas proposé de ressusciter le fond pour la cuisine. Je n'ai pas promis que tout redeviendrait comme avant. L'ancien chemin était brisé. Nous devrions en trouver un nouveau, un meilleur. Un chemin bâti non pas sur l'obligation ou la transaction, mais sur les fondations simples et solides du respect mutuel. Pour l'instant, c'était suffisant. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé ma femme. Elle souriait, un vrai sourire cette fois. La route à venir aurait ses propres défis, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être assis à la tête de ma propre table. Et c'était une table pour deux, ce qui, je commençais à le réaliser, était plus que suffisant.